Bonjour Myriam, alors je suis très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Alors pour celles qui ne me connaîtraient pas, je me présente brièvement, puis après je vais expliquer Mhm. pourquoi cette interview aujourd'hui. Donc moi je suis Delphine Boileau-Terrien, donc j'accompagne les femmes qui souhaitent se convertir et réussir dans l'entrepreneuriat depuis maintenant 2008. Et sur ce chemin, nous avons eu la chance de nous rencontrer. Et donc Exactement. c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler entrepreneuriat et conjoint. Donc je te laisse te présenter, puis après je vais dérouler les questions et les échanges qu'on aura toutes les deux en espérant que ça pourra inspirer et apporter aussi beaucoup de valeur à celles qui vont nous écouter. Exactement. Alors, je suis Myriam Bidot. Je suis coach et thérapeute de couple. Je suis vraiment spécialiste des relations amoureuses, conjugales, et j'accompagne les femmes et les couples dans leur cheminement, que les personnes soient aujourd'hui célibataires, séparées ou divorcées, pour pouvoir vraiment faire le travail qu'elles ont besoin de faire pour retrouver un partenaire qui leur correspond vraiment. J'accompagne également les femmes qui sont en couple et qui veulent être mieux dans leur relation, ou bien les couples qui veulent travailler sur leur relation. Donc, je travaille depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai un cabinet près de Lyon et je travaille également à distance depuis 2005 où je fais soit des accompagnements, des coachings, soit j'ai également des programmes assez complets qui permettent en général de gagner en efficacité, d'aller plus vite. Voilà. Super. Et donc, nous avons eu envie aujourd'hui de vous partager, en fait, sur ce sujet de l'entrepreneuriat, de la transition, on va peut-être des fois aborder le côté transition, mais aussi entrepreneuriat et le conjoint, puisque c'est effectivement quelque chose qui est un challenge au fur et à mesure des étapes. Donc, en fait, on s'était dit déjà en première idée pourquoi cette question, ce sujet du conjoint et de l'entrepreneuriat. Enfin, du coup, on peut y aller un peu chacune à partager. Alors, il y a un petit souci de connexion. Ça va revenir. Voilà, tu m'as retrouvée, Myriam. Voilà, on y Oui, va avec l'internet et la technologie. oui, il y a eu une petite coupure. J'ai failli raccrocher en me disant il faut peut-être rappeler, mais c'est bon là, je Ouais, pense. on va y aller comme ça. Si jamais ça arrive, c'est assez court visiblement. Donc voilà, moi j'accompagne depuis 10 ans et c'est vrai que de ma part et puis pour mes clientes, j'ai vu combien finalement le conjoint peut être aussi, enfin est aussi un sujet qui est pas évident à gérer dans le parcours de transition. Je dirais que en tous les cas de ce que moi je connais beaucoup, j'ai eu et personnellement aussi des conjoints qui sont plutôt salariés. Donc c'est majoritairement à ceux-là auxquels on va s'adresser finalement. Donc toi de cette expérience, aussi entrepreneuriat conjoint, pourquoi cette question, pourquoi ce sujet aujourd'hui, qu'est-ce que tu voulais partager? Bah, disons que c'est le changement et la création d'une entreprise et entre guillemets le changement de statut d'un des partenaires ou parfois des deux, ça va nécessairement entraîner des réajustements et déjà des réajustements qui sont importants avec une période de transition qui est longue et parfois on aimerait aller beaucoup plus vite et en plus il y a toute une période suite à ça on va continuer à devoir vraiment s'ajuster. En réalité, ça crée un décalage. Alors, dans le cas des personnes qui sont salariées ou même des partenaires qui sont salariés et qui ne connaissent pas nécessairement la réalité, on va dire, de l'entrepreneuriat, mais de toute façon, même avec un conjoint qui est à son compte, ça peut parfois être le cas, en tout cas moi c'était mon cas, de toute façon, ça va créer de l'insécurité dans la relation. Et parce que ça crée de l'insécurité dans la relation, qui est innée, puisque quand on crée une entreprise ou quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'inconnus. Et il va falloir apprendre à faire avec cette insécurité, à pouvoir à la fois se rassurer soi, et aussi de pouvoir s'appuyer sur son partenaire ou sur sa relation pour qu'il y ait quelque chose qui soit plus stable, plus tranquille au niveau de la sécurité. Et c'est cet ajustement qui n'est pas du tout évident à faire. Et ça va passer beaucoup par la communication, mais la communication au sens large. C'est pas uniquement le dialogue, mais vraiment de façon large. Et savoir que c'est une période, en tout cas c'est un processus qui prend du temps. C'est C'est pas ça. simplement on change de statut et puis boum, ça va tout de suite s'enclencher et fonctionner bien. Non, en réalité, il y a vraiment
ça change la dynamique de la relation, la dynamique du couple, et ça a un impact aussi bien sûr sur la famille. C'est ça. Et donc là, on va dérouler différents thèmes. Et ce que je voulais amener aussi, enfin de mon expérience, moi et avec mes clients, ce que je me suis aperçue, c'est que comme nous sommes des femmes qui voulons toujours aller plus loin, et Mm. plus vite aussi, Oui, ben, ces périodes des fois viennent challenger vraiment fort fort et donc c'est extrêmement important effectivement qu'ensuite on puisse dérouler tout ce que tu vas nous partager parce que ben voilà on peut se retrouver dans des moments de tension mm. parce qu'il y a un gap qui est plus grand, des fois c'est moins grand mais des fois il y a un gap plus grand parce que notre envie d'évolution on la stretch très 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 Oui, souvent et on en vient à faire des bonds importants qui font des décalages très importants aussi, pas tout le temps mais assez régulièrement. oui. D'où l'importance de cette thématique d'aujourd'hui. Oui, oui. Donc Ça a plein d'incidences. Ça a aussi une incidence sur le fait qu'en général, en tout cas dans nos cas, on travaille de la maison, donc ça va nécessairement avoir une implication. Il y a des conjoints qui comprennent pas nécessairement vraiment que c'est un vrai travail, ou bien qui attendent pour des résultats beaucoup plus rapides. Enfin, il y a toutes sortes d'implications et toutes sortes de. Après, c'est des cas, c'est au cas par cas, mais de toute façon, ça va créer du bruit, on va dire. Et il va falloir apprendre à gérer ce bruit. Et effectivement, la capacité à prendre du recul, à bien comprendre son vécu émotionnel, à pouvoir partager ce vécu émotionnel et à accepter le fait que ce soit un processus et donc la notion de patience quelque part sont très importantes pour pouvoir le vivre tranquillement et non pas rajouter une tension supérieure, enfin plus importante. D'autant plus que la façon dont le couple va gérer tout ça est, je trouve, de mon point de vue, assez déterminante sur la réussite future, en tout cas l'équilibre familial qu'on va pouvoir atteindre. Et comme beaucoup d'entre nous le faisons aussi à cause de cette notion d'équilibre personnel et familial, je crois que c'est un point à vraiment prendre en considération. Et on n'en a pas nécessairement toujours conscience, en tout cas de l'importance que ça peut avoir. c'est ça. Et je voulais rajouter, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, c'est que du coup, il y a des phases aussi, parce qu'au début, le conjoint peut avoir envie qu'on démarre rapidement, mais en même temps qu'on s'occupe aussi de la maison, des enfants. Et après, en fait, finalement, c'est aussi conquérir une place Mm, qui, du coup, change drastiquement dans l'équilibre familial, peut-être, puisqu'avant, on pouvait être salarié, donc les problématiques étaient différentes. Et finalement, ce positionnement de prendre sa place engendre beaucoup de challenges. Et ça me fait penser parce que récemment on en parlait beaucoup avec mes clientes par rapport au fait que nous avons généralement quand on est parent une valeur famille très importante mm, qui fait que comme nous travaillons à la maison, de fait bah, quand par exemple les enfants sont malades, c'est assez naturel que ce soit nous qui prenions en charge. Mais du coup il y a aussi des fois, en fonction des profils bien sûr, une forme de grosse frustration du fait que ce ne soit pas l'autre conjoint qui le prennent en charge. Et donc, voilà, il y a tout un... Autour de cette valeur famille, c'est comment on fait. Et après, on va passer au sujet suivant. Mais souvent, ce que moi je dis, c'est pas parce que moi je prends pas en charge que c'est forcément à lui de prendre en charge. Et donc peut-être avoir des personnes ressources aussi qui peuvent nous exactement. aider. Mais on va en parler au fur et à mesure. Mais je trouve que ça met un peu la table Exactement. Parce que ouais. tu soulèves, c'est une des clés principales, c'est considérer que ça parle du couple et qu'en réalité, c'est sortir du paradigme individualiste. Si c'est pas toi, c'est moi. Mm, Ou si c'est pas moi, c'est toi. Mais se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait tous les deux? c'est ça. On est face à ça, on a chacun des impératifs, des limites et des possibilités. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et du coup, on sort de ce paradigme individualiste sur quelque chose autour de nous. Voilà. Après, voilà, il faut que ce soit envisageable et possible, mais ça fait partie, je pense, aussi de la transition qu'on peut opérer dans sa façon d'être dans son couple. C'est ça. Parce Et que du ça coup, peut être une opportunité d'opérer cette transition, justement. voilà, parce que du coup, il peut y avoir trois entités, la femme, enfin l'homme, après ça peut Oui. être, voilà, on prend juste le référentiel qu'on a, et la famille, finalement, avec chacun des enfants. Donc il y a trois vraies entités dont on prend soin. Donc tu souhaitais aborder la thématique des profils, de nos profils.
Alors oui, Mhm. alors nos profils, je me souviens plus exactement de ce qu'on s'était dit sur ce point-là. Par rapport, qu'est-ce qu'on s'était dit exactement? Qu'est-ce qu'on voulait aborder En plus fait, je pense précisément? que c'était un peu, enfin moi, de comment je l'ai compris, c'est un peu prendre peut-être des explications aussi sur d'où nous venons et quels sont nos modèles, hein, parce que effectivement en fonction de ça, ben, on va pas gérer les choses de façon similaire, et donc c'est intéressant dans la relation et dans la gestion des évolutions de considérer que nous avons des profils différents et d'être en écoute aussi, ce qui en vient après à la communication, dans la Mm, compréhension de nos différences, de nos modèles et de notre histoire et de nos mm. besoins. Moi, c'est comme ça Fais que je l'ai. plutôt référence aux exemples de couples qu'on a eus et avec lesquels on a grandi, et la façon dont ces couples opéraient. Et comme C'est comme ça que je l'avais compris quand j'ai on de avait ça, préparé. d'accord. C'est vrai qu'on a tous des modèles de couples conjugaux. En général, c'est le modèle qui est opérant chez nos parents. Et c'est surtout non pas le modèle d'aujourd'hui qui peut avoir évolué, mais le modèle qui a été, dont on a été acteur très très jeune, très petit en fait. C'est plutôt avant 3 ans. Il faut savoir que l'enfant avant 3 ans, on peut imaginer un petit enfant dans une chaise haute et il est au théâtre, c'est-à-dire qu'il va voir ses parents interagir. Il va pas nécessairement, il y a pas, c'est pas une question de personnalité de l'un ou de l'autre parent, mais c'est comment les parents fonctionnent ensemble. Et on se met en couple, en général, de façon inconsciente. On va chercher un partenaire avec qui on va pouvoir rejouer les mêmes scènes de théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir observer, de pouvoir se replonger un petit peu. C'est pas toujours évident, mais c'est bien de le faire quand on est accompagné. C'est plus facile quand on est accompagné, de comprendre la dynamique parentale, conjugale, parentale, et non pas en tant que parent, mais en tant que couple, et de pouvoir ensuite choisir et comprendre comment nous on fonctionne avec notre partenaire, sans émettre nécessairement de jugement sur ce fonctionnement, mais de regarder quelles sont les façons d'interagir qui convient et quelles sont les façons qu'on a envie de modifier. Ce que j'avais envie, donc ça, c'est mettre un peu de lumière, regarder ensemble qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment on aimerait fonctionner autrement à partir d'aujourd'hui. Souvent, tout changement de vie, notamment changement de profession, ou ça peut être d'autres choses, ça peut être des épreuves, ça peut être des événements positifs, vont nous donner l'opportunité de repenser nos fonctionnements ensemble, nos fonctionnements relationnels. Et à partir de là, on peut vraiment se questionner, regarder ce qui convient moins, chercher à le faire évoluer. Pour faire évoluer des fonctionnements de couple, ça fonctionne par tâtonnement. C'est-à-dire que c'est comme tout processus d'apprentissage de l'être humain. On va, alors ça paraît très étrange et beaucoup de gens ont du mal à l'implémenter, c'est d'accepter qu'au début, c'est pas du tout évident et que ça paraît bizarre, un peu faux, un peu forcé. Mais c'est en mettant en place ces changements et en se forçant un peu au début qu'on va pouvoir transformer la dynamique relationnelle et ensuite elle va pouvoir, cette nouvelle dynamique qui peut-être convient mieux, va pouvoir être plus naturelle, se faire plus automatiquement, on va dire. Et puis, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est aussi le fait de bien comprendre que dans une relation, pour fabriquer ce qu'on fait ensemble, il faut être deux. C'est-à-dire qu'en réalité, on est tous les deux responsables à 100%, voire à 150% de ce qui se passe dans notre relation, de ce qui se passe dans notre couple. Et donc, c'est se positionner, notamment en tant que femme, non pas très souvent dans les problématiques, notamment d'expatriation, où parfois on est obligé de repenser sa carrière professionnelle, on est obligé de se positionner différemment. Beaucoup en profitent pour créer leur entreprise. Mais ce qui est important, c'est de sortir de cette notion où on est un peu ballotté, où on subit les choses, où on suit le conjoint, et de reprendre vraiment une position d'actrice et de comprendre qu'en fait, cette position-là nous met face à nos responsabilités, donc c'est très engageant, mais en même temps, ça nous donne beaucoup de liberté. Et quelque part, ça réajuste les balances dans l'équilibre conjugal. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de notions de balance en couple, c'est inhérent à toute relation et encore plus dans les relations de couple. Et prendre conscience du fait qu'on a vraiment une place et qu'on peut choisir un certain nombre de choses, se remettre en position d'actrice, c'est vraiment la possibilité, en réalité, de changer la dynamique dans la relation et dans le couple. Et donc, c'est vraiment sortir de cette position où on subit
pour pouvoir choisir. C'est pas ça n'a rien à voir avec le fait d'imposer. Parfois, on veut passer en force. C'est pas ça. C'est simplement comprendre que dans ce qui se passe dans la relation, quand ça convient bien, pas, mais aussi quand ça convient bien, on est complètement responsable de ce qui s'y passe. On est aussi responsable que le conjoint. Et parfois, on a tendance à dire, mais il comprend pas ce que je veux faire, il comprend pas où je veux aller, il fait pas attention à moi, ou on anticipe beaucoup de choses où le conjoint, on a des attentes, mais en fait, c'est pas vraiment des demandes qu'on formule, c'est des attentes, mais qui n'ont pas été négociées. Donc forcément, c'est on peut dire la recette pour la frustration et le découragement. Et donc, c'est vraiment se remettre en position d'actrice et non pas avoir des attentes, mais faire des demandes et accepter que ces demandes peuvent être renégociées, peuvent être acceptées, mais peuvent également être refusées. Et quand on est dans cette dynamique-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la façon d'être en relation. Alors, c'est pas instantané, mais ça va avoir une implication. Ça va nécessairement changer la relation. Je trouvais ça intéressant. Il n'y a pas besoin nécessairement de convaincre l'autre pour ça. Ouais. En réalité, ça va déjà... c'est pas pour mettre toute la responsabilité sur les femmes. Là, on parle entre femmes, mais c'est simplement déjà se positionner comme actrice qui va beaucoup, beaucoup modifier les choses. Mais je trouvais ça intéressant tout à l'heure où tu parlais qu'à 3 ans, on regardait un peu nos parents comme si on était dans une pièce de théâtre parce que par rapport au thème des profils, du coup, je trouve que ça peut être intéressant d'aller voir quelles sont comment dire, la loyauté qu'on peut avoir à nos modèles familiaux. Enfin, si je prends mon exemple personnel, qui du coup aide aussi à comprendre par rapport au couple finalement les frustrations, ce qui peut venir nous toucher. Donc moi, brièvement du coup, mais moi ma maman s'est arrêtée de travailler quand elle m'a eu. Moi, je suis la fille aînée. Parce qu'elle pensait inconcevable de pouvoir bien s'occuper de ses enfants et de pouvoir travailler. Et donc en fait, moi, ça a été du coup, quand je me suis lancée, ça a été extrêmement difficile parce que j'avais ça en conscience que en fait, en plus travaillant à la maison en tant qu'entrepreneur, donc là, c'était un poids encore supplémentaire sur cette injonction parce que c'était même pas je suis à la maison avec mes enfants, mais je mets mes enfants à la crèche alors qu'ils sont tout petits et en plus, j'ai la prétention de vouloir être entrepreneur et travailler à la maison. Donc en fait, ça a été un travail déjà par moi-même assez difficile, on va dire. Et donc au fur et à mesure de mon évolution personnelle, mais aussi dans la relation de couple, je trouve que ça peut être intéressant de savoir d'où on vient, quels sont nos modèles. Et finalement, des fois, on lutte nous-mêmes contre des loyautés et qui fait qu'on va pouvoir peut-être se confronter à son mari alors qu'en fait il n'a rien à voir avec ça finalement, il n'est que celui qui va impulser la chose ou bien c'est aussi notre contexte de transition d'entrepreneuriat. Ça peut être le déversoir, la relation peut être le déversoir, on peut avoir beaucoup d'attentes qui effectivement n'ont pas grand chose à voir, même si lui a ses propres loyautés, sa propre expérience familiale. Mais là, ce que tu mets vraiment en exergue, c'est la notion de culpabilité et la notion de responsabilité. Et ce qui est très important, c'est de sortir de la culpabilité, je dirais ce qu'on appelle la culpabilité morbide. C'est une culpabilité en fait qui est liée à des événements ou à des choix sur lesquels on n'a pas, je dirais, on va avoir tendance à culpabiliser parce qu'on n'assume pas complètement nos choix et qu'on prend pas complètement nos responsabilités et qu'on reste dans une situation où on voudrait ménager la chèvre et le chou. Et en réalité, si on sort de cette culpabilité, on peut prendre pleinement vraiment nos responsabilités et assumer pleinement le choix et faire le cheminement qu'on a besoin de faire parce que c'est vraiment un processus, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été un cheminement de travail sur toi que tu as dû faire pour pouvoir accepter pleinement que ton choix était différent de celui de ta maman, que ça ne faisait pas de toi une mauvaise mère et plus tu acceptes ce choix, plus tu es en capacité véritablement de faire ton travail pleinement, mais aussi de remplir ton rôle de mère. Quand on reste dans des positions un peu alternatives, où on est dans l'entre-deux, eh ben, on va avoir tendance à tout le temps être frustré
parce que quand on s'occupe de nos enfants, on n'est pas en train de faire ce qu'on voudrait faire sur notre boulot. Donc, on n'est pas bien avec eux, mais on n'est pas bien avec nous. Puis, on en veut en général à la situation, au conjoint ou à la terre entière, parce que ça crée énormément de conflits internes. Et puis, quand on est au travail, on culpabilise parce qu'on serait censé s'occuper, entre guillemets, de nos enfants. Or, on a quand même fait un choix qui était celui-ci. Et à partir du moment où on fait ce choix, il n'y a pas à culpabiliser entre guillemets. Alors il faut apprendre à ménager cette culpabilité qui en réalité, en fait, elle est là, mais elle va nous fixer au même endroit. C'est vraiment cette culpabilité, c'est un peu, moi j'appelle ça un poison, parce qu'elle a plutôt tendance, en fait, elle nous empêche d'assumer pleinement nos choix, et en réalité, cette culpabilité va nous empêcher de regarder les choses telles qu'elles sont, d'accepter pleinement la responsabilité de nos choix, de la prendre pleinement. Elle va nous fixer à un endroit où on va ruminer certaines choses, mais pendant ce temps-là, on ne gère pas le processus de croissance qu'on a à gérer. On ne gère pas l'état d'esprit. On reste dans la culpabilité. C'est pour ça qu'en fait, la première chose, c'est déjà de traiter ça, d'accepter qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir à partir du moment où on a fait un choix, et puis ensuite la maison, les enfants, le conjoint, ça s'articule, mais quand nous on est bien avec ça, quand on l'accepte pleinement. Et ça sous-entend aussi de pouvoir mettre des limites, c'est-à-dire que si le conjoint, il y a des conjoints qui vont mettre des pics, qui vont poser des questions, qui vont douter, parce qu'en fait chez eux ça génère beaucoup d'anxiété, ça génère de l'incompréhension, ça peut générer de la peur aussi. Qui est le reflet souvent de leur propre peur, mais néanmoins ça nous touche, et si on est au clair avec ça, on va pouvoir mettre des limites qui sont claires, et c'est pas renvoyer le conjoint dans ses buts, mais c'est simplement si nous on a des limites claires, il y aura beaucoup moins de place pour les pics, pour les petites remarques, pour les choses qui sont désobligeantes, parce qu'on va pouvoir se positionner même avec bienveillance, mais dire voilà, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe, ou écoute, quand tu dis ça, moi, ça me fait vivre ça, et je trouve qu'on devrait peut-être essayer d'aborder les choses différemment, ou regarder les choses de cette façon-là, et ça nous permet de vraiment être clair, de se positionner, et ça donne de la sécurité. Ça va rassurer le conjoint. Ça résout pas le problème, entre guillemets. Et c'est pas grave, on cherche pas à résoudre le problème. Mais on cherche à vraiment comprendre un peu mieux là où on est chacun. Et le fait de cette compréhension, ça donne de la sécurité dans le couple, dans la relation et bien sûr au niveau de la famille. Parce que les enfants, à partir de ce moment-là, ils vont s'ajuster et ils vont tout à fait y trouver leur compte. C'est ça. Mais du coup, je trouvais sur ce deuxième point par rapport au profil intéressant d'avoir conscience de quel est notre héritage finalement, et puis qu'on sache évoluer avec ça en lien aussi avec vers où on souhaite aller, et savoir réinventer finalement en ayant cette base d'héritage, en la transformant pour que finalement petit à petit ce processus fasse que ça ne nous empêche pas d'évoluer tel que nous avons envie d'évoluer dans notre conception de la femme, de la maman, de l'épouse, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'était intéressant ce que tu as amené avec l'âge de 3 ans, parce que c'est un processus d'évolution, et puis quelque part il est à toute notre vie. Donc chacun avec notre mari, on a aussi un héritage différent et des ambitions peut-être différentes, et qui vont aussi se clarifier tout au long de notre parcours. Donc le point 3, on l'avait intitulé communication. Je te laisse aller. Alors communication, on l'a un petit peu abordé, mais c'est vraiment la capacité de communiquer pleinement dans la relation. Alors au niveau de la communication, il faut savoir qu'il n'y a pas que le langage verbal. Le verbal, c'est un peu notre favori. En général, les femmes sont plus à l'aise avec le verbal. Alors je dis en général parce que c'est pas tout le monde. Il faut savoir qu'il y a 4 langages de communication. Le verbal, souvent le chouchou des femmes, on va dire, mais pas toujours. Il y a tout ce qui sont des gestes, tout ce qu'on va faire pour l'autre, les attentions, la gestuelle, la façon de prendre soin de l'autre et de la relation par des choses qu'on peut faire. Souvent, les hommes sont un peu plus là-dedans, entre guillemets. Pas toujours, il y a des hommes qui sont beaucoup dans le verbal et des femmes non. Ensuite, il y a tout ce qui est autour du contact physique, donc il y a la sexualité qui est une façon de communiquer, de se retrouver. Il y a des couples qui sont très très bons là-dedans.
Parfois, il y a des couples, moi je vois des couples au cabinet, ça ne va absolument pas, et ça va pas du tout depuis des années. Personne ne comprend ce qu'ils font ensemble, mais en réalité, ils ont une sexualité qui fonctionne très bien, et c'est ça qui fait que, leur couple dure et leur couple perdure. Ça n'empêche pas qu'on peut pas rester sur un seul langage, c'est l'objet. Et il y a tout ce qui est contact aussi physique non sexuel. Donc c'est tout, ça comprend le regard aussi, c'est la façon dont on se regarde, la façon dont on laisse l'autre et on fait exister l'autre dans la relation. C'est être par exemple à une soirée et pouvoir avoir un contact visuel, même si on se parle pas de la soirée. Je sais que tu es là et je sais que moi je suis là pour toi. C'est une façon de maintenir le lien. Et ça, les couples qui fonctionnent bien en général savent opérer ce langage-là. Après, c'est la façon dont on va s'effleurer dans la cuisine, dont on va être au contact chaque jour. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites autour de ça. C'est un truc que je vais donner là aux personnes qui nous écoutent. C'est le hug à l'américaine, le fait de se prendre dans les bras. On sait aujourd'hui que se faire un hug je crois que c'est une vingtaine de secondes par jour, ça a un effet extrêmement puissant sur la relation. Donc, si vous n'avez pas envie de faire de coaching, de thérapie de couple, s'il y a des tensions, déjà démarrez par vous faire un hug 20 secondes. Et quand je dis démarrer, parfois c'est difficile parce que quand on n'est pas bien dans son couple, on n'a pas nécessairement envie de se prendre dans les bras. En réalité, ça peut avoir une incidence très positive sur le couple. Donc, c'est essayer de faire quelque chose qui n'est pas évident, qui est malaisé. On va se forcer un peu, mais c'est se dire, on va faire cette expérience-là. Et ça a un effet sur l'ocytocine, ça a un effet sur l'attachement, ça rend beaucoup moins agressif, donc ça a des effets scientifiquement prouvés de bien-être, et c'est ce que j'appelle moi un quick win en américain, c'est-à-dire c'est une action qui est pas si difficile à faire et qui nous permet vraiment de gagner entre guillemets beaucoup de points, on va dire. Donc voilà, ça c'était sur les 4 langages de la communication, et donc c'est d'apprendre. On a chacun une modalité. En général, dans le couple, la modalité n'est pas la même. Donc déjà, en général, l'homme peut être peut-être plus dans le gestuel, c'est un exemple, la femme plus dans le verbal. Et madame, entre guillemets, va vouloir que monsieur s'exprime comme elle et va être extrêmement souvent frustrée ou mon homme ne parle pas, c'est un mur, j'entends beaucoup moi en consultation. C'est d'apprendre aussi, oui, que monsieur peut s'améliorer sur le verbal. Et ça, plus la relation va s'améliorer, plus il y aura de confiance, plus ce sera, entre guillemets, facile. Mais c'est aussi, pour l'un et l'autre, d'apprendre le langage de l'autre et de comprendre que les 4 langages sont indispensables. En général, il y a un langage pour chacun et il y a ensuite une modalité qui est souvent favorite du couple. Comme je disais, voilà, ces couples qui sont très bons sur la sexualité, ça c'est le langage commun. Et puis, madame sera peut-être plus dans le verbal, monsieur plus dans le gestuel. Et si on n'apprend pas à reconnaître, à recevoir dans le langage de l'autre, c'est comme si on était, chacun se parle, mais en fait personne s'entend et ou s'écoute véritablement. Je vais couper mon téléphone. Ensuite, il y a dans la communication, il y a la capacité véritablement de vouloir communiquer. Donc c'est déjà de chercher à développer son authenticité, je dirais, au quotidien. C'est chercher, et ça c'est une notion qui est très importante et tout le monde en entend parler, et voilà, il faut être authentique. En réalité, c'est pas si évident que ça. Parce qu'être authentique, c'est déjà commencer à être vrai avec soi-même. C'est déjà commencer à pouvoir voir un peu, prendre de la hauteur et regarder vraiment l'ensemble de notre façon d'être, de notre façon d'opérer et de nos émotions, y compris les émotions qu'on a du mal à accepter chez nous, qu'on ne veut pas regarder. Et donc, c'est déjà commencer à apprivoiser l'ensemble de ces émotions, y compris la culpabilité, la honte, la fragilité, la vulnérabilité. Donc, il y a vraiment ce travail-là d'authenticité parce que plus on est dans l'acceptation de son propre vécu et de la personne que l'on est dans son entièreté, avec les choses qu'on n'aime vraiment pas chez soi, parce qu'il y a des trucs qu'on a du mal à accepter. J'ai par exemple beaucoup de femmes en consultation qui ont beaucoup de mal à accepter leurs propres valeurs, qui ont beaucoup de mal à accepter ou à se faire des compliments ou à travailler sur la gratitude, par exemple. C'est compliqué de regarder ce qui est bon pour elles, de se connecter à la notion de plaisir. Voilà. Donc, c'est commencer à accepter, si on n'est pas bon, entre guillemets, là-dessus, de commencer à travailler là-dessus, parce que la réalité, c'est pas que le négatif.
ou que certaines choses qu'on veut regarder. C'est vraiment être capable de prendre de la hauteur et de commencer à s'accepter un peu plus pleinement. Et donc, ça permet de développer cette authenticité dans la communication, et c'est aussi commencer à pouvoir accepter l'autre et être beaucoup moins. Alors, il y a ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans les couples. Hein. C'est Gottman, John Gottman, qui est un thérapeute américain, un très connu, qui a décrit ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il faut qu'ils restent à la porte du couple, c'est-à-dire en dehors de chez nous. On ne veut pas de ça chez nous. C'est la critique, le reproche, la critique, le mépris, pardon. Et le mépris, ça peut prendre beaucoup de facettes. Hein. Ça peut être des petits pics, ça peut être. Il y a ensuite la position défensive. Donc le fait d'être constamment sur la défensive, et même un tout petit peu, ou d'être fermé à l'autre quand on est dans la communication. Et la 4e, c'est le fait d'attaquer l'autre constamment. Ok. Alors, je suis pas sûre du 4e, mais bon, il y en a déjà 3, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est arrivé. Il y en a toujours un peu dans le couple, ou à des périodes de la vie, notamment quand on crée une entreprise, quand on est dans une phase de transition, de changement. Ces cavaliers, ils s'invitent chez nous. Et c'est commencer à se dire, voilà, nous, on veut pas de ça chez nous, et c'est faire une alliance ensemble. Et il y en a peut-être un qui est plus dans le mépris, puis l'autre qui est plus dans le reproche. Et se dire, bon, bah, écoute, là, tu vas m'aider. Dès que tu sens que je fais un reproche, alors, du coup, c'est pas être sur la défensive à chaque fois, ouais, je te fais un reproche, donc toi, hop, on se ferme, on est sur la défensive. Là, on rentre dans des façons de communiquer qui sont dysfonctionnelles et qui, en fait, ne vont pas s'améliorer toutes seules. Ça marche pas, c'est pas hop, ça va bien un jour, puis en fait 2-3 jours ça va pas, et puis nouveau ça va mieux. Non, si on fait rien, ça va pas changer, ça change pas tout seul. Donc c'est déjà d'accepter, bah on a peut-être un problème, et on va regarder ensemble comment on peut faire une alliance pour s'aider. Si monsieur est plus dans le mépris, c'est déjà pour madame de dire, écoute là, regarde, pour moi c'est ça ce qui se passe, et c'est que monsieur puisse par exemple l'entendre et se dire, écoute, quand ça se passe, tu fais ton petit drapeau. Quand l'autre fait une remarque, on n'est pas plein de lubies. Hein. Quand on fait des remarques à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui touche. Et c'est déjà se dire, si l'autre me dit ça, qu'est-ce que moi je peux retenir de ce qu'il me dit ? On n'est pas obligé de tout prendre. Il y a des choses qu'on a du mal à prendre, mais il y a souvent, en général, il y a au moins une chose qu'on peut prendre. Et déjà, si on prend une chose et que chacun prend une chose dans le message de l'autre, déjà, on a tout changé dans la façon de communiquer. Parce que déjà, on est dans l'ouverture. Donc, ça change beaucoup la façon d'opérer. Et c'est aussi d'accepter que quand il y en a un qui prend, on va se concentrer sur ce point-là, mais ça ne veut pas dire que l'autre est en train de paniquer. Souvent, dans la façon de communiquer, les deux veulent absolument que leur point de vue soit entendu, donc les deux ils parlent de plus en plus fort, ou chacun son style. Parfois ça fait beaucoup de bruit, parfois ça fait plus de bruit du tout, on boude, mais c'est une façon d'essayer de se faire entendre, et tant qu'on est arc-bouté sur son point de vue, ça changera pas. Donc c'est changer de paradigme et se dire, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, et accepter qu'on va commencer à travailler là-dessus, puis l'autre fait la même chose. Et donc là, on commence à danser. On n'a pas résolu le problème, mais déjà on vit les choses complètement différemment, et il y a quelque chose qui commence à circuler entre les deux personnes. On n'est plus dans un espèce de dialogue de sourds, et on sort de nos tranchées entre guillemets, et on commence à se dire, bon bah ok, ça c'est pas satisfaisant, c'est peut-être moins satisfaisant, il y a peut-être un qui tire la sonnette d'alarme, mais en général quand il y en a un qui tire la sonnette d'alarme et que l'autre dit que ça va bien, c'est que ça va pas si bien que ça, mais parfois il y a pas, la conscience sur le problème n'est pas le même. C'est aussi accepter cette différence là, et à partir de là dire, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne mieux entre nous. Et on peut se faire des petits drapeaux rouges et se dire, mais écoute, là, c'est ça qui est en train de se passer. Puis l'autre dit, ok, il y a un drapeau rouge. Donc, comment je peux rembobiner tout ça et le dire autrement? Et puis parfois, il faut le dire 10 fois de suite. Ou parfois, c'est accepter qu'on va le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est toujours pas très satisfaisant, mais c'est un peu mieux. Puis on reprendra la chose plus tard. Donc, c'est toujours un processus. Il n'y a rien qui se fait instantanément. Les choses qui se font sur des prises de conscience importantes, c'est quand il y a des crises majeures qui vont entraîner un choc émotionnel. Et là, on peut avoir des changements très brutaux,
mais c'est très rare. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des traumas pour pouvoir opérer des changements. Heureusement, parce que sinon, les traumas ont d'autres aussi conséquences sur, y compris physiologiques. Hein. Donc voilà. Mais c'est d'accepter qu'en fait, on est dans un processus où on apprend à être ensemble, on apprend à vivre ensemble. Un couple, c'est vraiment ça, c'est un choix. C'est pas du tout quelque chose d'inné. Il y a plein de mythes autour du couple. Si on s'aimait, ça devrait être fluide, ça devrait être sensé, ou bien où les femmes ont tendance parfois, je parle pour moi aussi, on a tendance à penser que l'amour rend télépathe ou médium. Ah, c'est pas du tout le cas. Hein. Plus on se connaît, plus il y a de chances qu'en fait on imagine ce que pourrait penser l'autre, mais en réalité, si on pose pas les questions, si on vient pas chercher l'autre, si on vient pas dans la confrontation et non pas dans l'affrontement, c'est pas la même chose, on risque de se perdre quelque part. C'est ça. Et j'amène aussi ce dont on parlait déjà au début, c'est que puisque mon audience est majoritairement féminine et parce que nous sommes des femmes entrepreneurs et c'est pas pour rien, donc on travaille beaucoup sur nous. Et donc en fait, il se trouve que, je vais faire des généralités, mais du coup nos maris évoluent au rythme et par les voies qui sont les leurs. Mais du coup, c'est vrai que d'avoir conscience aussi que on peut avoir quelques temps d'avance finalement. Et donc de garder cette humilité présente et comme on travaille sur soi, d'être en conscience de ça. Je vais juste donner deux exemples. Le premier qui reprend la même thématique que tout à l'heure, c'est par rapport aux enfants. Moi, du coup, sachant quel est mon héritage, quand il m'arrivait avant, mais il m'arrive encore, d'avoir à m'occuper de mes enfants quand ils sont malades, je vis une émotion forte par rapport à mon héritage. Et donc, en fait, il s'est trouvé qu'au début, comme j'en avais conscience, mais moins quand même, j'avais une grosse charge émotionnelle vis-à-vis de moi-même, en fait, que je reprochais à mon mari de ne pas s'en occuper. Et donc, du coup, je lui envoyais beaucoup de culpabilité. Et donc, lui était un peu démuni parce qu'en fait, il comprenait pas vraiment quel était mon message. Et donc, moi, travaillant là-dessus, finalement, j'ai pu, une fois que ma colère, ma frustration était plus apaisée, lui parler. Donc, lui expliquer finalement, voilà, pourquoi je vis ça, comment je le vis et d'où ça vient. Donc, ce n'est pas directement en lien avec toi, mais voilà, peut-être un échange qu'on peut avoir ensemble pour arriver à m'aider moi dans finalement cette posture de victime à laquelle je subis cet héritage dont je ne veux plus subir mais qui je vois est en processus pour la maman que je veux devenir et qui est évidemment un processus de guérison. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou C'est très important ce que tu es en train de dire. Il y a pour moi deux idées principales. Il y a le fait effectivement que déjà quand tu es dans ce processus-là où tu peux partager et où ton mari peut t'entendre là-dessus, vous êtes en train vraiment de renforcer votre lien et votre intimité émotionnelle et relationnelle. Et ça, c'est le carburant du couple. Alors, on peut pas le faire tout le temps, mais c'est indispensable et c'est permis parce que justement tu as pu prendre suffisamment de recul pour pouvoir le partager de façon sereine parce que parfois ça va ressortir de façon qui est pas du tout entendable et là justement c'est vraiment au service de la relation, du nous, du lien et ça vraiment ça nourrit ce lien-là. Donc c'est très important. Et une autre chose qui est très importante dans ce que tu dis, c'est cette notion justement que quand on travaille sur soi, et c'est le cas quand on est coach, thérapeute, et je trouve que c'est pas du tout enseigné justement dans nos formations, malheureusement, et ça crée déjà des divorces, mais ça crée aussi beaucoup de tensions dans beaucoup de couples, c'est qu'en fait, quand on est sur un chemin de développement personnel, on ne peut pas attendre de sa famille ou de son partenaire qu'il soit sur le même chemin que nous. Et en général, ce n'est pas le cas. Et il faut que ce soit vraiment OK. Et dans ce cas-là, c'est vraiment... parce qu'en fait, quand on est dans ce processus-là, on a envie d'évangéliser la terre, d'accord? Et cette évangélisation, ça va créer de la souffrance. Ça va créer, en fait, des relations qui vont se bloquer, qui vont se couper. C'est des parents qui vont pas comprendre pourquoi tout d'un coup on a tellement de revendications ou qu'on veut vraiment mettre les choses au clair par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu. Ça joue beaucoup avec les parents, ça va jouer beaucoup avec les conjoints, ça peut jouer avec les enfants et ça va jouer avec les amis, des très proches. Et or, le processus de développement personnel ou de devenir thérapeute, c'est pas un processus qui doit nous rendre
au contraire, ça doit nous permettre d'être mieux en lien et en relation. Et le problème, c'est que souvent, ça nous isole parce qu'en fait, on se sent tellement différent qu'on n'arrive plus à discuter avec les autres. Et c'est là où la notion d'humilité, elle est primordiale. C'est comprendre qu'en fait, on ne peut pas du tout attendre de notre entourage très proche, des gens qui comptent le plus pour nous, qui soient sur le même chemin que nous. En fait, c'est un choix qu'on a fait nous, qui nous concerne, qui certes nous intéresse et nous passionne, mais dont on doit prendre la seule responsabilité. On ne peut pas attendre des autres qu'ils soient sur le même cheminement, voire même qu'ils comprennent où on en est. Non. La relation, elle va rester en fonction de ce qu'elle peut être et elle va pouvoir de toute façon nous amener énormément et nous nourrir, même si on a évolué et même si on a changé. Mais là, on doit apprendre à pouvoir justement être beaucoup plus humble et plus prendre un peu de recul, prendre les choses telles qu'elles sont, se nourrir de la façon dont on nous présente les choses. Et là, c'est un vrai travail sur nous. Au contraire, ça nous met au boulot parce qu'on va attendre un carré sauf qu'on nous présente un rond et qu'il va falloir apprendre à faire avec ce rond. Et puis, il y a une autre clé qui est très importante, c'est cette notion que j'ai entendu, je crois que c'est Tony Robbins qui parlait de ça, cette notion de main droite, main gauche. C'est que dans notre main droite, on a notre famille, nos proches, les gens qu'on aime et qui nous aiment et qui sont là pour nous, quoi qu'il arrive, en fait. Hein. Et ces gens-là, ces relations-là, on a besoin vraiment d'en prendre soin. Et donc, c'est pas se positionner comme un thérapeute, comme un sachant, et puis eux, les pauvres, ou quoi qu'il puisse arriver parce qu'on est en décalage. Non, c'est vraiment de travailler cette notion d'humilité avec eux et de prendre la relation telle qu'elle est et là où elle est. Et ça, déjà, ça nous met au boulot parce qu'effectivement, il y a ce décalage à gérer qui est tout à fait OK. Et on n'a pas à leur apprendre des choses ou à leur montrer le chemin ou à les guider. Non. On est Myriam avec maman, on est Myriam avec son conjoint. Voilà, et c'est OK. Et puis, dans notre main gauche, là, on peut mettre nos personnes ressources, les gens qui sont sur le même chemin que nous et dont on a besoin aussi, avec qui on va pouvoir partager sur nos avancées, sur le dernier truc qu'on a lu, sur les expériences qu'on a envie de faire, sur voilà toute cette excitation et ce plaisir qu'on a à être dans ce cheminement-là. Et là, on a des personnes ressources qui sont peut-être pas des personnes qui sont proches géographiquement, c'est l'importance du réseau et qu'on va développer et qui sont très importantes. Parce que ce qu'on dit aussi, c'est que quand on a un conjoint qui est dans la main droite et qui n'est pas sur un processus de développement personnel, parfois on a besoin de plusieurs personnes ressources pour trouver l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas lui demander ces choses-là. Et notre relation, elle peut tout à fait être nourrissante et épanouissante sans qu'il y ait cette composante-là. On n'a pas besoin d'avoir un partenaire qui fait une thérapie. Moi, c'était mon cas. Hein. Voilà, il était avec toute sa sensibilité, toute sa façon d'être homme, mais c'est pas un fan de thérapie ni de thérapie de couple d'ailleurs. Et puis moi, j'avais pas envie d'être thérapeute dans mon couple. Et justement, c'était très intéressant. Mais par contre, j'ai des personnes ressources dans ma main gauche avec qui je vais pouvoir partager, échanger, etc. Et donc, c'est cette notion-là de main droite, main gauche que je trouve très intéressante parce que bien avant d'avoir compris ça, j'ai eu tendance à m'isoler par déception, par frustration et par la souffrance que ça engendre parce que quand on est là à vouloir essayer de donner des leçons, à expliquer aux autres comment ils devraient faire dans leur couple il y a des choses qu'on voit mais les gens sont pas prêts à l'entendre, ça crée une telle souffrance. Et on mérite pas ça, nos relations ne méritent pas ça. Et c'est là où vraiment on a besoin de distinguer les choses. Et je trouve que cette notion-là est très intéressante pour apprendre à le faire et sortir de cet isolement et de cette frustration et surtout parce que ça crée beaucoup de souffrance. Et du coup, j'aime bien ce que tu amènes la main gauche et la main droite. Et en fait, du coup, je trouve que de ça, c'est vraiment dans le couple, se dire que on est au même niveau quelque part, mais chacun peut enrichir, enfin chacun on s'enrichit en fait. Et oui. Ce dont tu parlais avec cette authenticité, même aller jusqu'à la vulnérabilité, parce que c'est aussi, on est dans une intimité, donc du coup pouvoir, quand une émotion nous a submergé, pouvoir attendre le moment qui est juste pour nous, pour pouvoir reconnecter. Et ça demande aussi d'être des fois en posture de vulnérabilité. Mais voilà, quand c'est constructif l'un et l'autre et qu'on sait que globalement on a confiance dans la personne, c'est positif et on grandit ensemble en fait, parce que grâce aussi à nos différences. Donc ça c'est vraiment fort important. Alors après, tu soulèves là justement juste une chose, c'est aussi dans la communication. Il y a plein de choses sur la communication, on peut écrire des livres entiers et faire des formations entières.
C'est aussi cette notion de temporalité qui est importante que tu viens d'aborder. C'est que parfois, quand on est entrepreneur ou quand on a des discussions de fond à avoir avec son partenaire, c'est de vraiment prendre le temps de pas avoir de discussion au moment où ça explose. Déjà, c'est pas le bon moment en général, mais plutôt de planifier ensemble des temps de discussion. Ensuite, de circonscrire ces discussions, c'est-à-dire de choisir vraiment les sujets qu'on va aborder et de le faire avec parcimonie, parce qu'en réalité, une heure suffit pour avoir une discussion de fond et de se dire on va aborder ça et d'accepter de le faire par petits bouts, parce qu'en fait notre cerveau n'est pas capable de tout mastiquer, en tout cas la personne qui nous écoute, en une fois. Et donc c'est vraiment de pouvoir non pas distiller l'information, mais de la compartimenter comme dans des formations. Moi, au début, j'assénais des formations de 2 heures blanc. Maintenant, je fais des portions de 10 minutes. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est de se dire que sur la communication, il y a aussi certaines choses, certaines modalités qui en fait sont beaucoup plus opérantes que d'autres. Voilà. Puis ce sujet étant tellement passionnant, enfin voilà, on a du coup beaucoup à dire sur tout ça. Donc on avait mis un thème sur les valeurs communes. Mm-hmm. Je sais pas si tu voulais revenir sur ce point. Alors sur les valeurs communes, je crois que ce qui est important, c'est de bien garder en tête le nous et entre guillemets l'intérêt supérieur du nous. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais c'est de comprendre qu'au fond l'un et l'autre on a envie d'une chose, c'est que ça fonctionne bien. Et l'un et l'autre on a envie, quand c'est difficile, quand c'est tendu, quand ça frotte beaucoup, c'est pas parce qu'il y en a un qui est mal disposé. Alors après, il peut y avoir des jeux relationnels qui vont faire qu'on joue à piquer l'autre ou à pas écouter, ou il y a de la mauvaise foi. Ça, ce sont des jeux relationnels entre guillemets, mais dans le fond, quand on s'engage avec quelqu'un, on a envie que ça marche, on a envie d'être bien ensemble, on a envie de s'épanouir, on a envie de grandir ensemble. Donc c'est toujours se rappeler qu'on a un socle qui est commun, et du coup quand on commence à regarder le nous, en général on va tout à fait arriver à respecter le jeu. C'est-à-dire qu'en fait ce qui est dans l'intérêt de mon couple en général c'est dans mon intérêt, très souvent, d'accord? Et donc c'est se rappeler et partager les valeurs communes, se rappeler pourquoi on fait ces choix, par exemple d'entrepreneuriat ou de ces choix professionnels, d'identifier quelles sont les valeurs de notre couple aujourd'hui, d'identifier, et ça on peut le faire en comparant nos valeurs personnelles et individuelles, mais en regardant aussi pourquoi on s'est choisi, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait couple, autour de quelles valeurs on l'a fait. Quelles sont les valeurs qu'on a envie de continuer à véhiculer et de développer aujourd'hui, et de regarder, en général, là où il y a des désaccords, dans le fond, il y a un accord. Mais si on arrive à vraiment l'ouvrir et en discuter, c'est la forme qui est différente, mais c'est pas nécessairement le fond. Et le fond peut être une base sur laquelle on peut se rallier, et d'accepter que la forme, par contre, n'est pas la même chez l'un et chez l'autre. Et ça, c'est OK. C'est OK parce que comme on est deux personnes uniques, les formes sont multiples. On ne peut pas demander à l'autre qu'il ait exactement la même forme. Donc, c'est d'apprendre à faire affaire avec la forme de l'autre, mais de comprendre qu'au niveau des valeurs, très souvent, ces valeurs restent communes. Après, il y a parfois des difficultés au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de couples qui se déchirent, qui se confrontent beaucoup sur l'éducation, mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants soient bien. Donc ça, c'est commun. Après, c'est la forme qui est différente. Un monsieur va être peut-être plus exigeant, c'est madame, et puis monsieur un peu plus cool. Eh ben oui, mais heureusement les enfants, ils ont 2 parents, donc il y en a un qui fonctionne comme ça et l'autre qui fonctionne comme ça. Et quand on commence à accepter la forme de l'un et de l'autre et de comprendre que ça peut être complémentaire, que ça peut être utile, ça, sur la base de discussions qu'on va avoir, mais pas devant les enfants, parce que c'est pas du tout l'endroit. On discute pas devant les enfants, on discute en aparté, et par contre devant les enfants on présente quelque chose qui est cohérent, parce que sinon eux, hop, ils rentrent dans toutes les brèches. Donc c'est vraiment se rappeler ce fond-là, ce fond de valeurs, ces envies qui sont en réalité communes et qu'on perd de vue dans des discussions sur la forme, où on essaye vraiment de convaincre l'autre de prendre notre forme à nous, mais c'est pas possible.
Et donc, je crois que cette notion de valeur est importante et aussi de savoir ce qu'on a envie de faire ensemble. C'est-à-dire autour de quelles valeurs et qu'est-ce qui est juste pour nous aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, et de ne pas hésiter à reprendre les choses et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui convient, et qu'est-ce qui ne fonctionne plus et qu'est-ce qui convient plus. Dans un couple, le couple est un système et il a beaucoup tendance comme tout système, à se figer. Alors parfois, ça se fige sur des choses qui sont fonctionnelles et qui fonctionnent bien, sauf que l'environnement évoluant, chacun d'entre nous évoluant, nous sommes des êtres vivants, donc on bouge. Et le système, par contre, par définition, a plutôt tendance à se fixer. C'est de comprendre que, justement, on est tout à fait en capacité de regarder les choses et de le faire, bien sûr, avec bienveillance et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire bouger ? Où est-ce qu'on a envie de mettre du mouvement dans notre système pour sortir de cette fixation et remettre du mouvement. Et en réalité, un couple, c'est vraiment des ajustements continuels entre l'un et l'autre, avec des frottements. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça frotte, ça frictionne. C'est pas toujours aisé, c'est pas toujours confortable. Mais par contre, quand c'est inconfortable, c'est que c'est vivant. Quand on est trop dans le confort et que ce confort devient souffrance, parce qu'au fur et à mesure, ça risque de se fixer. Un accord initial peut devenir souffrant. Ça, c'est quand il y a une fixation. Et donc, c'est vraiment remettre du mouvement pour sortir de ces fixations. Et je crois que les valeurs et les envies sont un très bon guide. Ça nous permet vraiment de remettre les choses en perspective et du coup d'insuffler. Là, on a besoin d'insuffler de la dynamique pour se remettre en mouvement. Je trouve ça intéressant le sujet des valeurs parce que je trouve que du fait d'être entrepreneur, on change fort le système justement et du coup on affirme encore plus des valeurs donc qui peuvent être individuelles et aussi de couple. L'expatriation les challenge aussi beaucoup plus fortement et je dirais que du coup exacerbé. Aussi là que je dirais que tout est plus exacerbé avec l'expatriation et donc en fait l'entrepreneuriat nous permet aussi d'affirmer des valeurs de plus en plus fortes, en fait, qui peuvent être individuelles et aussi de couple. Et c'est là où aussi on a finalement un scan pour se dire est-ce qu'on est toujours bien ensemble, en fait, régulièrement, parce que des valeurs, ça peut être la liberté, l'indépendance financière, faire des projets, la famille. Enfin, il y a un certain nombre de valeurs et donc après, c'est comment on les met régulièrement en œuvre et donc des points de rencontre. Moi, je trouve que, enfin, quelque chose que je trouve chouette qu'on a mis avec mon mari Laurent. Tous les ans, en fait, on se retrouve fin décembre pour faire un peu un point sur voilà comment s'est passée l'année et finalement, ça nous réunit sur nos valeurs, en fait, parce qu'on a cette valeur famille, mais aussi liberté. Enfin, et donc, ça nous permet vraiment des échanges hyper fructueux. Alors, il y en a d'autres dans l'année, mais voilà, d'avoir des rendez-vous autour de ces valeurs et je dirais qu'après c'est aussi au fur et à mesure de comment évolue notre couple savoir que on n'a pas à se contorsionner puis si on voit que nos valeurs ne sont plus communes voir aussi à un moment ça peut arriver qu'on ait à se séparer et des fois c'est salvateur donc ça c'est important aussi de se le dire que ça peut faire partie de l'évolution des choses et c'est normal il faut on a le droit de s'engager. Quand on s'engage, on a le droit de se désengager. Après, c'est vrai que moi, j'encourage toujours les personnes à vraiment faire un travail sur le couple parce qu'il y a aussi beaucoup de couples qui se séparent et qui en réalité auraient pu retrouver du nous, retrouver de l'envie, retrouver et très souvent c'est le résultat de souffrances qui ont été accumulées pendant des années et des années. C'est en fait un processus qui est très long. Quand on s'est aimé, après il y a des couples qui ne se sont jamais aimés, ça c'est une autre histoire. Mais quand on s'est vraiment aimé et choisi, et ce désamour est un processus très long. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance pour ne plus s'aimer. Et parfois, quand on croit qu'on ne s'aime plus en réalité, il peut y avoir vraiment des choses à faire ensemble à partir du moment où on accepte de complètement remodeler sa relation, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de différent. On ne pourra jamais revenir au statut initial, par exemple, des premières années de la rencontre. Il y a beaucoup de couples qui ont envie de revenir comme avant. Ça marche pas. Il s'agit de se réinventer. C'est autre chose. Et c'est là où, du coup, que moi je veux mettre en perspective
Parce que j'ai vu et voilà le fait que quand on a des valeurs communes, ben, ça les challenge. Donc par exemple, quand une entrepreneur a des revenus qui augmentent de plus en plus, son mari peut aussi avoir une peur qu'elle puisse s'en aller. Qu'elle puisse être peut-être attirée par d'autres modèles et d'autres envies et une exposition plus grande, enfin bref. Donc en fait, ce qui finalement peut faire que le mari du coup aura un comportement ou des paroles qui pourraient brider en fait cette expansion, que ce soit conscient ou inconscient. Donc en fait c'est là où c'est intéressant d'être soi-même dans son évolution, toujours ok avec ses valeurs et ses ambitions naturelles, tout en étant dans la communication et l'écoute des peurs que ça peut provoquer chez l'autre pour se réaligner sur ses valeurs de fond. C'est-à-dire que l'un et l'autre puissent avoir la liberté aussi la maturité. Ça requiert une certaine maturité émotionnelle, mais cette maturité, c'est pas on est avec, on n'est pas avec. En réalité, c'est un processus de croissance, un processus de vie qui vise à chaque fois développer notre maturité émotionnelle. Et donc la clé, la base du couple, c'est la capacité de pouvoir partager ses émotions, non pas de les déverser dans le couple, mais vraiment de pouvoir accepter, notamment les émotions négatives chez l'autre, de pouvoir faire avec, de pouvoir voir ce que ça nous fait vivre, et ça crée l'intimité. Et en réalité, il y a beaucoup de couples qui disent oui, nous on est trop différents, on va pas ensemble. Il n'y a pas de notion telle que la compatibilité, parce qu'au final on est toujours des êtres uniques et des êtres différents. Il y a effectivement des couples qui sont très très appareillés, très très similaires, des backgrounds culturels, même les familles se connaissaient, etc. Mais ça n'est pas une garantie de réussite de la relation, parce que de toute façon à un moment donné va venir la phase de différenciation, la phase où on se frotte à la différence de l'autre, et ça c'est ça qui fait qu'en fait on rentre dans une phase où on va apprendre à aimer l'autre, on choisit d'aimer l'autre, c'est un choix, et on choisit d'aimer l'autre avec toute sa différence, et c'est un choix qui est paradoxal, parce que d'un côté nous sommes des êtres de lien, on a un besoin vital de lien, mais en fait, on a cette espèce d'image de symbiose, de fusion, où en fait, ce qui serait bon, c'est quelque chose où on est complètement en fusion avec l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation. Mais quand on est comme ça, il n'y a pas de croissance. Parce qu'en fait, la croissance n'est possible qu'au contact de la différence de l'autre. Et notre destinée, c'est d'être dans des relations imparfaites. C'est ça, et c'est extrêmement à la fois difficile, c'est douloureux parce que c'est vital, mais en même temps, c'est ça qui nous permet de grandir. Donc, c'est très important. Et pour moi, le couple, c'est un formidable... C'est pour ça que je suis aussi passionnée par le couple et les relations. Et c'est beaucoup exacerbé dans la relation intime. Et après, on va le retrouver dans toutes nos relations. Mais dans la relation de couple, là, ça prend toute son ampleur. Et en réalité, ça peut être une fabuleuse aventure à partir du moment où on a compris que l'autre, il est là pour nous mettre au boulot. C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il nous fait bosser. Et on est là pour le faire bosser aussi. Et ça permet parfois de prendre un peu plus de recul. Et puis effectivement, parfois c'est très difficile, ça peut être très douloureux. Et puis d'autres fois, ça peut être extrêmement gratifiant, extrêmement nourrissant. C'est ça. Donc c'était la thématique qu'on voulait sur la gestion des conflits. Et ce que tu amenais aussi, que je trouve intéressant, c'est que l'autre est là aussi pour, je sais plus comment tu l'as formulé, mais aussi pour nous faire mettre au travail, tu disais, et à nous aussi de filtrer ce qu'on estime sain de vouloir mettre en œuvre. Oui. Et ça me revient de beaucoup de femmes au début, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, nos maris, pour un certain nombre, peuvent nous dire bon bah ce sera ouais c'est génial, mais ce sera encore mieux quand ce sera viable et rentable. Et donc ça vient nous énerver, nous faire perdre confiance, mais en fait, oui, c'est important que notre business soit rentable et viable. Donc finalement, faut le voir plutôt ça positivement, mais ça nécessite un travail sur soi, de cette gestion des émotions, de cette thématique qui l'amène et qui vient nous faire travailler, mais pour réussir en fait. Donc du coup, tu avais déjà abordé un point dont on avait parlé, les attentes. Donc tu me disais outils, main gauche, main droite, le juste versus de l'ordre. Je crois j'avais pris en note. Je sais pas si tu avais quelque chose par rapport à ça. Puis après, on va peut-être aborder la fin. Je l'ai abordé. C'est vraiment la notion. Déjà de formuler des choses en s'appuyant sur nos émotions et donc d'identifier le besoin qui est derrière. Ce qui se passe en nous, enfin, à partir de l'émotion d'identifier notre besoin et à partir de notre besoin de formuler une demande.
Et ensuite d'accepter qu'une demande puisse être acceptée, refusée ou négociée. D'accord? Parce que si on formule une demande en pensant que l'autre doit absolument y accéder, c'est plus une demande, ça s'appelle un ordre. Donc c'est pas la même chose. Donc c'est déjà aussi prendre la responsabilité de ces demandes et d'accepter qu'en fait, si on formule une demande, elle peut ne pas être prise en considération, elle peut ne pas être acceptée et que c'est OK. Voilà. Donc c'était cette notion-là sur les attentes et les ordres. Parfois on confond un peu les deux. On fait une demande en pensant que l'autre doit absolument y répondre, sauf que non. Sinon quand on a c'est aussi cette notion autour des attentes. Parfois on a des attentes, on pense que l'autre devrait faire, l'autre devrait anticiper, l'autre devrait comprendre. Sauf que si on n'en a pas parlé, c'est pareil. Ça doit être on ne peut avoir si on n'en a pas parlé, c'est la recette pour la frustration, la déception et la rancœur contre l'autre qui en réalité entre guillemets ne comprend rien. Mais on ne peut avoir des attentes que si elles ont été négociées. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les attentes, c'est quelque chose qui se négocie, donc du coup elles sont justifiées. Mais si on a des attentes qui sont les nôtres, mais qu'on les a pas négociées avec notre partenaire, on peut pas avoir ces attentes-là. C'est qu'en fait, on impose à l'autre des choses et donc forcément, on est frustré, blessé. Mais en réalité, on n'a pas pris notre part de responsabilité, c'est-à-dire de formuler quelque chose et d'en discuter et ensuite de se mettre d'accord. Dans ce cas-là, on peut avoir des attentes. Un salarié, ou un entrepreneur d'ailleurs, il a une to-do list. Bon, il fait ce qu'il y a sur sa to-do list. S'il remplit pas son contrat, effectivement, du coup, il y a renégociation, rediscussion où on peut, par exemple, si on est salarié, ne pas avoir notre bonus, ne pas être rémunéré. Mais il y a eu quelque chose qui a été négocié. Donc là, il y a des attentes, elles sont normales. Mais si rien n'a été négocié, on ne peut pas avoir d'attente. Puisque de toute façon, du coup, c'est juste avec nous-mêmes. Et donc, en général, on sera déçu. C'est ça. Et d'où potentiel conflit. Et donc, le dernier point qu'on voulait aborder, c'était comment prendre soin de sa relation. Oui. Alors, il y a juste un point sur les conflits qu'on n'a pas vu. Dans la gestion de conflits, quand ça débat, quand ça explose, quand en fait, et ça crée beaucoup de conflits justement, ces situations notamment de transition peuvent créer beaucoup de conflits. Dans ces cas-là, ce qui est important, c'est déjà de regarder comment on démarre les discussions. Donc nécessairement, c'est qu'il y a des discussions à avoir, le conflit n'est pas dangereux. Le conflit est nécessaire, il est même indispensable au couple. C'est-à-dire que, en fait, s'il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confrontation et donc c'est pas fonctionnel. Donc là, le scoop du jour, il est indispensable d'avoir des conflits. Seulement, on a une notion du conflit qui est une notion très destructrice. Or, c'est pas ça dont je parle. Ce que je parle, c'est qu'en fait, il est indispensable d'avoir des confrontations, c'est-à-dire de se confronter l'un à l'autre pour pouvoir avancer. Et ça, c'est le socle dans le couple. Les émotions, le travail sur les émotions et la gestion des conflits. C'est vraiment la base, c'est ce qui va nous permettre de développer notre intimité relationnelle, émotionnelle. Donc déjà, pour gérer un conflit, la première chose, c'est déjà pas de démarrage brutaux. En général, on va aborder une discussion de fond parce qu'en fait, on en a ras-le-bol et qu'on va balancer à la figure, nous ou notre conjoint d'ailleurs, ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est quand même souvent les femmes qui ont tendance à faire des démarrages brutaux parce qu'elles sont les tireuses, c'est les femmes souvent qui tirent la sonnette d'alarme dans le couple. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Et le problème, c'est que oui, c'est tout à fait légitime parce qu'en général, il y a des antennes, c'est pas une lubie. Mais par contre, de quelle façon est-ce qu'on le fait? En fait, il faut savoir que toute discussion une discussion se termine de la même façon qu'elle se démarre. Donc, si on démarre de façon brutale en jetant à la figure de l'autre tout ce qu'on n'aime pas, ça va pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va finir fâché et en général, on ne va pas s'occuper de ce qui pose problème. Donc, on évite de traiter le sujet. Donc, c'est complètement contre-productif. Donc, la première clé, c'est un démarrage en douceur. Un démarrage en douceur, c'est que on aborde la chose de façon pondérée, on planifie une discussion, on en discute quand on est à même de le faire sur le plan émotionnel. Ouais, c'est ça, on a digéré l'émotion. Voilà. Donc ensuite, quand ça monte trop dans les tours, souvent il y a une méconnaissance qui est que, en général, il y en a un des deux qui veut absolument en découdre à ce moment-là. Sauf que s'il y en a un des deux qui a dépassé sa ligne de 50% au niveau émotionnel, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se séparer. De se séparer au sens, chacun va se calmer dans son coin.
C'est ce que je veux dire. En fait, quand on a dépassé, quand il y en a un des deux ou les deux qui sont au-dessus de leur ligne de 50%, et en général, les femmes sont beaucoup plus résistantes aux émotions fortes que les hommes. On récupère plus vite et on est plus résistante. C'est hormonal, le cœur est moins sollicité, etc. Donc, il y a toute une chose physiologique. Les hommes, à partir du moment où ils sont noyés émotionnellement, vous lâchez le truc. C'est pas la peine d'aller taper à la grotte, là, et d'en rajouter. Il y aura aucune solution qui pourrait être sortie de ça. Donc, il faut vraiment arriver à se mettre chacun de son côté, se mettre d'accord sur un signal de break. S'il y en a un qui est débordé, il met le signal, l'autre apprend à le respecter. Ça veut pas dire qu'on va mettre le problème sous le tapis, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on va s'occuper du problème, mais plus tard, quand on sera même de le faire émotionnellement. Et en général, il faut plusieurs heures. En fait, il faut 20 minutes consécutives. Tout ça, ça a été vu scientifiquement. Il y a plein d'études. 20 minutes consécutives, on ne repense plus au problème, donc on n'est plus triggered en anglais, c'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction par rapport au problème. Et en général, c'est plutôt 2-3 heures, voire parfois 1 ou 2 jours. Et après, on reprend les choses. Par contre, il faut toujours reprendre les choses. Donc ça, c'est des petites choses sur la gestion de conflits. Mais très souvent, moi, je vois des couples qui sont complètement englués là-dedans. Parce qu'en fait, ils n'appliquent pas ces règles qui sont relativement simples et du coup, ça crée une incapacité à traverser la confrontation et du coup, leur couple est en stand-by, il est carrément à l'arrêt, soit de façon extrêmement souffrante ou très conflictuelle, soit chacun fait on met en place des compromis tièdes où chacun fait sa vie, mais du coup, voilà. Et c'est indispensable d'apprendre à traverser ça. Pour avoir une relation, on peut vraiment s'épanouir. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Et puis ensuite, comment prendre soin de la relation, ça c'est la clé sur les couples sur la durée, c'est qu'effectivement la relation de couple, elle sait pas. On a ce mythe autour de l'amour qui est que quand on s'aime, ça vient tout seul, quand on s'aime, ça grandit tout seul. Non, une relation de couple, il faut en prendre soin, il faut y travailler. Alors c'est pas non plus on n'est pas obligé d'y aller tout le temps avec des excavations, des grands travaux. Voilà, c'est d'abord du plaisir partagé, mais même le fait d'apprendre à goûter au plaisir qu'on partage, ça demande de prendre conscience de l'importance du moment présent. Et ça, encore une fois, on est dans une société où en même temps, il y a beaucoup d'études, psychologie positive, etc., où on comprend comment ça fonctionne et on comprend l'importance. Et puis de l'autre côté, on est tout le temps happé avec les réseaux sociaux, tous les médias, les écrans, qui nous déconnectent complètement et de nous-mêmes et du présent. Et donc, c'est un effort qu'on doit faire. On dit aussi qu'on est câblés, nous, les êtres humains, pour gérer la crise. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de notre cerveau, on n'est pas câblés pour le bien-être. Le bien-être nous demande un effort, un travail. On est parfaitement capable, mais c'est des choses qu'on doit mettre en place. Nous, notre fonctionnement cérébral, c'est un fonctionnement qui gère des crises, c'est-à-dire avec les 3 réponses habituelles. Freeze, c'est-à-dire on se fond dans le paysage. Fight, on attaque. Fly, c'est-à-dire qu'on fuit. On est programmé pour ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que l'espèce humaine, entre guillemets, a survécu et se reproduit, mais on n'est pas programmé pour le bien-être. Le bien-être, si on n'était que dans le bien-être, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se le permettre, parce que, entre guillemets, il y a des choses qui font que l'environnement est plus ou moins, c'est plutôt parfois plus bien que mal ou plus mal que bien, mais entre guillemets, on est plus sur de la survie. Et du coup, on peut travailler sur notre bien-être, mais du coup, c'est un choix et c'est un effort. Et parfois, c'est un luxe aussi. Donc, cette notion du présent, c'est vraiment revenir à l'instant présent et notamment quand on est avec l'autre dans la discussion, d'être vraiment là, ici, maintenant. Ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup couper le mental. Le mental, il va être relié beaucoup au passé. Ah, il m'a dit ça, ouais, mais en fait, il revient encore. Ah, ben, il va me dire ce truc, je sais déjà ce qu'il va me dire parce qu'il répète toujours la même chose. Ah, et puis, est-ce que j'ai fait ma liste de cours? En fait, on n'est pas là, quoi. Et soit on anticipe la réponse de l'autre ou la réaction de l'autre, soit on est câblé sur les expériences passées, les blessures, les discussions qu'on a déjà eues 100 fois. Sauf que c'est que dans le présent qu'on peut faire évoluer les choses. On ne fait rien évoluer ni dans le passé, ni dans le futur, c'est dans l'instant présent. Et dans toute interaction, il y a toujours de la nouveauté. Toujours, toujours, toujours. Sauf que comme on est notre mental passé, futur, on n'est pas capable de saisir la nouveauté. Et du coup, on ressasse.
Et donc, si on est dans le présent, on va toujours sentir le petit truc, le petit rectus, la petite chose qui est un peu différente. Et si on est capable de s'en saisir, tout change. Puis des fois, il y a des choses qui sont Mais chouettes à mettre elle en est très place. importante. C'est des rituels en fait. Nous à une époque, le vendredi par exemple, voilà, on faisait nos petits rituels, célébration de la semaine. Exactement. Enfin, voilà, comme je Très disais, efficace. à la fin de l'année. Enfin, du coup, d'avoir des rendez-vous finalement où on est Oui. plutôt sur du positif et du présent en fait. C'est beaucoup les Américains. Les Américains, c'est très structuré, mais c'est des choses qui marchent. Ça fonctionne bien. Et nous, c'est vrai que les Latins, ouais, mais on va quand même pas prendre. Moi, je dis à mes couples, bah maintenant, vous allez mettre en place un rendez-vous hebdomadaire. Alors, ils sont là, puis ils tournent tous autour du truc. Puis au final, ils le font pas. Je leur dis, mais vous le mettez dans votre agenda. Et ça, c'est compliqué au niveau culturel, y compris, parce qu'on n'a pas envie de se forcer à faire des choses pour notre couple. Mais sauf que au début, ça paraît de se forcer. Et en réalité, déjà, ça ne nous demande pas un effort si terrible que de mettre un truc dans notre agenda. Et puis, en réalité, on va voir que ça change beaucoup de choses parce que ça marche, ça fonctionne. Oui. Parce qu'en fait, si on sait déjà pourquoi on le fait, ça Voilà. change la dynamique de Oui. l'obligation. Oui. Et puis, c'est une question de choix qui n'est pas une obligation en réalité. Plus on choisit, plus on est libre. Exactement. Mm. Ok. Là. Tu avais fait, c'était pour toi, prendre soin de sa relation, c'était, tu avais fait le tour de ce dont tu voulais. Oui, après, il y a beaucoup, beaucoup de Ben oui. choses à dire. C'est très, très riche. Voilà, ça fait partie des accompagnements que je propose aussi. Oui. Soit c'est une personne qui me contacte et l'autre n'est pas nécessairement très motivé pour travailler sur la relation, mais c'est pas grave. On peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble qui peuvent de toute façon avoir un impact très important dans la façon de vivre son couple. Et ça change déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et en général, ça va de toute façon avoir une influence sur la dynamique de la relation. Et puis sinon, j'accompagne aussi des couples, que ce soit sur des packs de séances de coaching. Après, on peut choisir le nombre de séances, des packs de 5 séances en général, et qu'on peut éventuellement renouveler, ou bien sur des programmes plus complets où là, on a vraiment accès à des modules, enfin des modules, disons que des audios qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur la dynamique, sur c'est très complet. Beaucoup d'exercices aussi, parce que si on ne fait pas, si on ne met pas en application, ça change pas. C'est comme lire un bouquin, mais si on n'applique pas juste un bouquin, si on applique une clé, ça change déjà énormément de choses. Donc c'est vraiment commencer à mettre en place des choses, et du coup dans les programmes que je propose, il y a beaucoup d'exercices, et ces exercices sont extrêmement utiles pour transformer déjà notre expérience, et du coup changer, nous permettre d'être beaucoup plus épanouis dans notre relation. Donc voilà, les accompagnements peuvent se faire en couple ou en individuel. Et puis je propose aussi un programme pour les femmes qui aujourd'hui ne sont pas en couple, mais qui justement aimeraient l'être et aimeraient éviter de reproduire certains schémas. Souvent quand on a connu des échecs, on a tendance à reproduire certains schémas. On le fait aussi dans nos couples, hein. Quand on est en couple, de toute façon, on a tous tendance à reproduire des choses. Et ça permet de dépasser ça et de vraiment rencontrer le partenaire qui convient, et du coup de construire quelque chose qui nous correspond vraiment. Et c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de femmes qui sont désespérées, qui pensent que c'est pas pour elles ou que ça fonctionne pas pour elles, et c'est pas le cas. C'est vraiment, si on s'en donne les moyens, et souvent c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on pense, on a vraiment, on peut avoir accès à une très très belle relation pour soi. Voilà. Super. Merci beaucoup Myriam pour ce riche interview, et en fait juste pour finaliser, pour moi c'est hyper important donc de travailler sur soi et donc dans son évolution d'entrepreneur. Forcément, il y a évidemment des impacts sur sa relation, et donc travailler sa relation et ou aussi travailler soi-même en lien avec sa relation, c'est important parce qu'on est une femme pleine et entière, et donc c'est pas parce qu'on va être entrepreneur et réussir dans l'entrepreneuriat il ne faut travailler que sur ce pan-là. Ça, c'est faux. Voilà. On est entière et unifiée, donc quand on sent que, voilà, en l'occurrence cet aspect conjoint et relation, forcément il faut y porter attention. Oui, c'est le sens du nom de ma société qui s'appelle Atout Couple. Parce qu'en fait, quand on est bien dans son couple, quand on est bien dans sa relation, quand on est capable de se toucher au niveau émotionnel, au niveau relationnel, quand on est capable de traverser nos différences, ça nous donne des ailes.
Ça nous donne de la liberté, ça nous permet de grandir, ça nous permet de construire un business qui nous ressemble, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est une base très très importante parce que nous sommes des êtres de lien et avoir des relations de qualité, eh ben c'est vraiment une clé de liberté et de Super. réussite. Ben, merci tout plein Myriam. Merci parce que ça a été extrêmement riche. Donc ben voilà. En plus, on va mettre le lien de ton site donc pour toutes celles et ceux qui pourraient aujourd'hui avoir besoin de toi ou pour, pour les mois ou les années après. Voilà, Merci encore. À bientôt Myriam. avec plaisir.